Bonjour, vidéo T014A sur le Patax 6.7. Alors, c'est une vidéo que je ne pensais pas faire et j'ai discuté avec Calogero qui m'a donné les renseignements qui me manquaient pour pouvoir parler du Patax. Et donc, Patax 6.7 que j'ai envisagé, comme tout le monde, et que je n'ai pas acheté en finale pour diverses raisons que je vous expliquerai. Donc, le Patax 6.7, je l'ai connu par l'intermédiaire de ce livre-ci, qui est un livre très intéressant, écrit par Paul Salver, S-A-L-V-A-I-R-E, qui était un journaliste de la revue Photargus, qui était une excellente revue pour ceux qui la lisaient. Ceux qui ne les lisaient pas disaient que c'était de la merde, mais ceux qui les lisaient trouvaient que c'était une excellente revue, dans laquelle il y avait des tests très très complets faits par Gérard Bouot ou Paul Salver, Michel de la Ferrière aussi, si je me souviens bien. Michel de la Ferrière, j'ai un doute. Et voilà, et donc il faisait des tests très très bien, très très poussés, et pour les appareils que j'ai eus et dont j'ai lu les tests, les analyses qu'ils donnaient étaient bien, étaient bonnes, étaient intéressantes. J'ai aussi rencontré deux photographes professionnels qui utilisaient le Pentax 6.7. Un du côté de Clermont-Ferrand qui faisait du paysage, du mariage et des choses comme ça, et un du côté de Meudon qui faisait de la photo de groupes scolaires notamment. Euh, et certainement d'autres photos avec, parce qu'on ne vit pas avec ça, mais bon. Enfin voilà, il faisait de la photo scolaire aussi avec ça, et ainsi de suite, et voilà. Et, et puis la lecture, et puis la rencontre avec Calogero qui m'a répondu sur, notamment sur l'aspect comment acheter un Pentax 6.7 d'occasion. Donc le Pentax 6.7 est un boîtier qui a été présenté en 1966 à la Photokina, qui a été mis en vente en 1969, qui s'appelait au début le Pentax 220 et qui a été toujours vendu sous le nom de Pentax 6.7. Pentax 220 c'était le nom à la présentation à la Photokina. Ça commence en 1969 pour la vente avec le Pentax 6X7. Puis il y a une autre version qui est le 6X7 MLU pour Mirror Lock Up. Après il y a eu le Pentax 6.7 et le dernier modèle, le Pentax 6.7 2 en chiffre romain. Voilà. Les différences. Alors, les différences au niveau des piles. Le 672 utilise deux piles CR133. Donc, ce sont des piles lithium qui sont assez faciles à trouver parce que c'est utilisé notamment dans les lampes tactiques pour les militaires et des choses comme ça. Et donc, vous allez les trouver très chères au rayon photo à l'unité, ou vous allez les trouver facilement sur eBay par paquet de 10, de 20 ou de 50, à pas cher du tout, parce que les mecs ils utilisent ça dans une lampe, et dans la lampe elle dure 2 heures, 3 heures, 4 heures, donc ça ne peut pas être vendu cher. Donc les trois premiers modèles sont grosso modo les mêmes modèles. Il y a des petites variations à l'intérieur, il y a des petites variations cosmétiques à l'extérieur, mais c'est grosso modo le même modèle. Et lui, il utilise une PX28 qui est aussi une 4SR44 ou 4LR44. LR c'est pour la technologie alcaline, SR c'est pour la technologie sel d'argent. Et pour ce que j'en ai lu, pour ce que j'en ai vu sur YouTube et tout ça, il est fortement conseillé d'avoir toujours une pile d'avance. De toute façon, au prix où ça coûte et ainsi de suite, ça vaut largement le coup de les acheter par paquet et de les acheter et d'en avoir toujours une pile d'avance parce que ça ne fonctionne pas sans pile. Donc en fait on a deux boîtiers différents. On a
ceux à pile 6 volts et ceux à 2 piles de 3 volts. Ça n'est pas la même électronique dedans. La version numéro 2, la 672, est avec une électronique à microprocesseur et ainsi de suite, qui nécessite d'avoir l'ordinateur dédié pour pouvoir le régler, pour pouvoir intervenir dessus de manière high level, quoi. Donc ça nécessite un SAV professionnel de la marque. Voilà. La version intérieure n'en est pas pour autant une version qu'on peut réparer sur un coin de table avec son couteau suisse. Loin de là. Mais, bon, Calogero m'a montré des photos, et lui il les démonte, il les répare, et ainsi de suite. Il m'a parlé de 2-3 choses à vérifier, et ainsi de suite. Au niveau de l'armement, au niveau de l'espacement des vues, et ainsi de suite. Et donc, du coup, bon, enfin, ça représente du travail pour arriver au niveau de compétence qu'il a atteint. On continue. Dans la série en PX28, on a eu une évolution majeure qui est le MLU. Le MLU, c'est un petit bouton qui est sur le côté. Donc c'est un bouton qui est sur le côté de la baïonnette. Quand on regarde l'appareil photo en face, c'est un bouton qui est à 9 heures. À 9 heures de la baïonnette, qui est un petit bouton glissoire qui se pousse vers le haut pour relever le miroir et pour essayer de pallier à un des gros soucis de ce boîtier-là, qui est que grosso modo, c'est vaguement inutilisable sans trépied en dessous du 125e de seconde. Le 125e de seconde, on peut l'utiliser à main levée. Certains vont arriver à faire 60e, il y a des gens qui vont le mettre dans les commentaires, mais moi je fais de la demi-seconde à main levée, très bien. Je n'ai pas de souci avec ça, et tant mieux pour vous. Mais il y a un consensus général pour dire quand même que le 60e de seconde, déjà c'est chaud, du point de vue de la résolution que l'on obtient avec trépied et sans trépied. Et donc le système de miroir permet de relever ce gigantesque miroir et de déclencher plus qu'avec l'obturateur. Mais j'ai vu une vidéo sur YouTube où la personne faisait une revue de 5 ans d'utilisation du Pentax 6.7, première version, et il dit sur trépied, il y a entre le 15e de seconde et la demi-seconde, il faut faire aussi attention. Donc on ne met pas ça sur un trépied de type comme ceux que j'ai revus dans la vidéo 35, KF Concept à 900 grammes. On ne met pas ça là-dessus, on met ça sur un trépied bien rigide et ainsi de suite. Et la personne qui faisait des photos de classe avec, lui il avait un Jitsu 5 comme je vous ai montré, et puis voilà, il faisait ses photos là-dessus, et ainsi de suite. Bon. Donc il y a eu des évolutions, donc ce bouton-là, MLU, c'est une option qui est intéressante, si vous faites de la photo de paysage, si vous faites de la photo dans les églises, si vous faites partout où vous allez vous trouver en dessous de 1/125e de seconde, ce qui est quand même relativement courant, et c'est assez intéressant. Une autre évolution, et alors les évolutions internes, notamment au niveau du prisme Posmet, on voit rien à l'extérieur, il n'y a aucune modification de design ou quelque chose comme ça, et on peut même pas trop se fier au numéro parce que c'est pas bien renseigné, et ainsi de suite. Bon. Et c'est la technologie de la cellule dans le viseur posemètre du Pentax 6.7. Donc le premier modèle est à CDS et le deuxième modèle, la deuxième version, est à phosphoarsenure de gallium, donc GASP, qui est, c'est pas du silicium, c'est entre les deux. Ça a moins de rémanence que le CDS,
c'est une sensibilité peut-être un peu moins étendue, le composant de base, mais on s'en fout parce que de toute façon c'est filtré pour... le silicium est filtré, donc sa sensibilité aux infrarouges, tout ça, c'est corrigé. Enfin voilà, donc c'est une technologie intermédiaire, c'est une technologie qu'on va retrouver dans, ça date de 1977, autour de 1977, quand le Nikon FM est apparu, il avait une cellule comme ça. Voilà. Donc c'était le truc à la mode. Alors comment reconnaître un CDS d'un GASP? Eh bien il faut mettre l'œil dans le viseur, et quand le posemètre est éteint, l'aiguille du posemètre, du viseur prisme posemètre, le CDS, l'aiguille est en haut côté plus, et le GASP, l'aiguille est, quand c'est éteint, côté moins vers le bas. Voilà, parce qu'il y a une histoire de polarité qui est inversée, ou ainsi de suite, donc le galvanomètre se repose à une position différente. Le Pentax 672, c'est plutôt année 1999 pour vous donner une idée du truc. Et le Pentax 67, lui, c'est pas le 672, c'est 1989. Donc grosso modo, tous les 10 ans, ils ont fait une petite évolution ou quelque chose comme ça. Le Pentax 67, ce n'est jamais qu'un Pentax 67 MLU avec un peu de polycarbonate, avec un redessin et ainsi de suite. Et à l'intérieur, c'est quasiment comme le MLU. L'électronique a un peu évolué avec l'évolution des composants, bien sûr, mais c'est grosso modo toujours la même chose. Voilà. La peinture est une peinture noire laquée assez solide, comparable à celle qu'on trouve par exemple sur les Nikon F2. Donc ça va. Alors, l'intérêt du Pentax 6.7, c'est bien sûr son obturateur focal. Et le gros désavantage du Pentax 6.7, c'est bien sûr son obturateur focal. L'obturateur focal du Pentax 6.7 va de la seconde au millième de seconde avec la pose B. Le 6.7.2 va de 4 secondes à 1 millième de seconde. L'obturateur PX28 du Pentax 6X7 va de vitesse pleine en vitesse pleine, alors que l'obturateur du 672, lui, en mode automatique, lui offre le mode automatique, ce que n'offre pas les trois autres, pardon, et par demi-diaph. La vitesse varie par demi-diaph. Voilà, donc c'est un peu intéressant si on veut rester tout le temps à pleine ouverture, que d'avoir la vitesse qui s'ajuste par demi-diaph, au lieu d'avoir une vitesse qui s'ajuste uniquement par diaph entier et en mode manuel, en mode semi-automatique, pour les trois autres modèles. Voilà. Après, une erreur de plus ou moins un demi-diaph, donc plus ou moins un demi-diaph, ça fait une étendue d'un diaph. En négatif, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ça va se voir en diapo, oui effectivement, mais en négatif, voilà. Donc du coup, bon, c'est pas forcément bien intéressant. Le gros inconvénient de cet obturateur, les 4 modèles confondus, c'est sa vitesse de synchro-flash au 30e de seconde. L'obturateur est très très grand, il se déplace le long des 7 cm du format, donc je vous rappelle, la vitesse de synchro-flash, c'est la vitesse la plus rapide à laquelle on peut utiliser un flash, et c'est aussi la vitesse à laquelle le premier rideau est arrivé en bout de course avant que le deuxième rideau ne démarre. D'accord ? Et donc du coup, ça joue sur la vitesse de translation des rideaux, et comme c'est un rideau en soie caoutchoutée, en tissu, on ne peut pas le faire très très puissant, parce que je vous rappelle que les obturateurs de ce type-là, focal, l'électronique ne gère que des petits électroaimants qui retiennent des pièces métalliques qui libèrent les rideaux, et le rideau n'avance que par la tension des ressorts. D'accord ? Donc, et c'est pour ça qu'on dit un appareil photo, il faut le garder non armé, parce que le moteur, ce qui fournit l'énergie au déplacement, dans tous les obturateurs, ce sont des ressorts. Ce sont des ressorts.
il n'y a que le Rolleiflex série SLX 6000 et le HY6, où là, et puis ça a été repris après chez Phase One ou ça, où là le moteur ce sont des électroaimants. Là vous envoyez 10 ampères dans une bobine et vous faites bouger une mascotte métallique le plus vite que vous pouvez. Et ça ce sont des obturateurs centraux. Donc les masses à déplacer, les courses sont beaucoup plus faibles. Donc la modernisation de l'obturateur du 672 apporte peu de choses par rapport à une utilisation aujourd'hui avec du film négatif. Voilà. Si vous faites de la liapo, c'est différent, ça vaut peut-être le coup. L'autre nouveauté qu'apporte le 672, c'est les verres de visée interchangeables. Les verres de visée interchangeables façon Nikon F3, c'est-à-dire que vous enlevez le prisme et vous avez une petite languette à l'arrière, vous soulevez et vous sortez un cadre métallique avec tout le verre de visée dedans. L'autre, les trois autres, le verre de visée est changeable en atelier. Alors pourquoi est-il changeable en atelier? Tout simplement parce que le mode de fixation, le mode de montage, ça c'est Calogero qui me l'a expliqué, le mode de montage repose sur un serrage plus ou moins important des vis, de façon à faire le calage à la bonne distance du dépoli sur la cage réflexe, pour le mettre à la bonne distance, de façon à ce que la mise au point sur le dépoli corresponde à la mise au point sur le film. C'est logique. Et donc le principe, c'est qu'ils mettent une goutte de... Ils règlent sur un banc avec un collimateur et ainsi de suite. Et puis ils règlent ces trois vis, ils vérifient que son dépoli est parfaitement aligné, plan horizontal par rapport au référentiel de la baïonnette, et ainsi de suite. Et puis après, ils mettent 3 gouttes de vernis sur les 3 vis, et puis basta, ça bouge pas, et on est content, et ça marche bien. Et Coco, j'ai fait mon système de réglage avec 3 vis et une cale ressort. Voilà. Donc, ça n'est pas un sport de masse. Ça, si on veut le faire correctement, ça nécessite une procédure et puis travailler propre. Voilà. Donc, il faudrait au moins un comparateur pour vérifier le parallélisme du dépoli par rapport aux phases de référence. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il faudrait quelque chose pour être sûr que l'on crée l'infini ou que l'on voit l'infini. Voilà. Il y a un objectif qui, quand il est embuté à l'infini, est bien à l'infini. Et donc, il faut vérifier que votre objectif soit embuté à l'infini, ainsi de suite. Donc, quand on tire le plat de spaghetti pour se dire, bah, si je veux faire ça, qu'est-ce qu'il me faut, on s'aperçoit qu'il faut du matériel qui va représenter entre 5 et 20 fois le prix de la révision chez un professionnel qui l'a. Voilà. Donc, on le fait pas, c'est à vous de voir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Et bien sûr, le problème c'est que des professionnels qui le font, bah, ils commencent à tous partir plus ou moins à la retraite et ainsi de suite, c'est pas forcément repris et ainsi de suite, ils ont plus forcément le savoir-faire, les nouveaux n'ont pas forcément le savoir-faire, n'ont pas l'outillage nécessaire ou la formation faite par les japonais ou par Patax lui-même. Donc Calogero m'a dit bah, grosso modo il y a Spip à Strasbourg, il y a Boulanger en Suisse et il y a Eric Hendrickson, voilà, qui fait que, mais lui je crois qu'il fait que ce 6-7 MLU parce que il commence à avoir des problèmes de pièces et ainsi de suite, voilà. Donc c'est pas la joie quoi. Alors ce boîtier n'a pas de dos interchangeable, donc déjà ça règle le problème. Il est 120-220, mais il n'y a plus de film de 120, donc ça règle aussi le problème. Il y a un sélecteur sur le côté pour passer en 120-220. C'est un boîtier qui normalement ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas de film dedans, mais il y a une procédure sur les premiers modèles pour faire fonctionner le boîtier dos fermé et actionner le compteur au milieu du levier d'armement. Il y a une petite pastille striée et donc
avant de fermer le dos, on lui fait faire un demi-tour et on ferme le dos, donc ça fait avancer le compteur. Donc du coup, le compteur avance après correctement et avance correctement. Et ça, c'est pour supprimer en fait la sécurité d'erreurs de chargement, pour éviter parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le boîtier est chargé ou pas chargé. Sauf que s'il n'est pas chargé, le boîtier ne fonctionne pas parce que le compteur n'est pas arrivé à zéro. Voilà, le compteur n'avance pas. Et donc du coup, vous pouvez tourner cette petite pastille, je crois que c'est point de diamant, chose comme ça, hop, vous tournez, et puis qui est tout à fait au centre du levier d'armement. Si vous voulez l'utiliser pour le vérifier, chose comme ça, avec le dos ouvert, était livré avec le boîtier une espèce de petit outil qui a une forme de pièce avec deux échancrures, et vous glissez cette pièce-là dans la fente du palpeur de la refermeture du dos, qui palpe la refermeture du dos, et ça permet de faire fonctionner le compteur aussi pour un usage, pour vérifier que l'obturateur déclenche bien et qu'il n'y a pas de souci. Dans les choses à vérifier avant de l'acheter, et les choses à vérifier de manière physique, c'est-à-dire avec le boîtier dans les mains, c'est le système de friction de l'entraînement. Dans le film 120, et le compteur de vue dans le film 120, je l'ai expliqué ça, je crois, dans la vidéo Hasselblad, mais je vais le refaire maintenant. Il y a deux à trois façons de le faire. Il y a une façon où on mesure carrément le métrage de film que l'on débite. C'est le cas notamment dans les Pentacon 6, choses comme ça, où il y a un axe cabestan avec une petite roue acérée qui se pique dans le film, et c'est le film et le papier qui entraînent qui entraîne ce rouleau. Et c'est ce rouleau-là qui a le bon diamètre et fait le bon nombre de tours pour arrêter au bout de 6 cm et demi, pour faire une vue tous les 6 cm et demi. Donc ça, c'est mesuré. Et puis, il y a la façon Hasselblad où c'est théorique. C'est-à-dire que grosso modo, si tu mets bien la flèche, la flèche du papier en face de la flèche de l'indicateur, et que tu utilises un film qui correspond aux normes définies par Kodak pour la Tri-X, eh bien, donc même épaisseur de gélatine, même épaisseur de support, même épaisseur de papier, et ainsi de suite, hop, quand tu as avancé 3 tours, eh ben, tu as telle distance, point barre, et ainsi de suite. Et donc il y a un système de, 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 de pignons qui avance une came au fur et à mesure, qui empêche le système mécanique d'effectuer la même avance, et donc fait des avances de plus en plus courtes, parce que le diamètre de la bobine réceptrice, pardon, le diamètre de la bobine réceptrice augmente à fur et à mesure que le film s'enroule dessus, et donc comme c'est ça qui est entraîné, il faut le faire tourner de moins en moins sur des angles de moins en moins importants, parce que sinon vous tirez de plus en plus de films. Et quand vous avez un film qui a des bandes inter-images qui augmentent avec le temps, c'est avec la progression du nombre de vues dans le film, eh bien c'est le signe que le système de compensation ne fonctionne pas. Voilà. Là, d'après ce que m'a expliqué Calogero, le système est un peu différent, et donc il y a une friction qui doit être au niveau qui est dans l'entraînement. Et donc, du coup, le principe, c'est la mécanique avance toujours pareil. Simplement, le film est retenu par le cabestan du compteur. Et donc, c'est le cabestan du compteur qui impose la quantité de film qui se déplace. Mais comme l'axe qui entraîne la bobine en plastique, lui tourne toujours la même valeur, et bien il y a un système de friction qui fait un glissement,
et qui, du coup, bah, empêche la bobine plastique de tourner exactement ce que le pignon métallique qui est au-dessus lui demanderait de faire, tout simplement parce que le film le retient. Voilà. Donc cette friction-là, ça s'use avec le temps, et puis voilà, et puis c'est quand même un organe qui est assez profond dans le mécanisme, et puis il faut avoir la pièce détachée. Donc c'était quelque chose qu'il faut vérifier et voir. Alors pour ce faire, il faut mettre un film dedans, un film ou un bout de papier, de protection, voilà, donc il faut mettre en débiterie, faut simuler le chargement, et puis il faut utiliser le levier d'armement en maintenant avec le pouce légèrement le papier sur la fonderie du boîtier, et on doit et avec une pression légère, quelques centaines de grammes à peu près, pas 10 kilos, hein, pas l'ongle qui devient blanc, mais voilà, on doit sentir que le système quand même avale le papier, entraîne le papier, donc ça veut dire que la friction est en bon état. C'est comme quand on teste un embrayage de voiture, hein. On serre le frein à main, on libère la seconde, et si le moteur cale pas, c'est que votre embrayage est foutu, bah, c'est à peu près le même principe. Donc, dans tout ce qu'il m'a dit, donc ça c'est à mon avis quelque chose de facile à tester quand vous allez à Bièvre. Hein, quand vous allez à Bièvre, que vous voulez acheter un appareil photo, bah, s'il faut emmener une pile, ou si c'est un appareil photo qui fonctionne avec la pile, vous emmenez votre pile, une pile dont vous êtes sûr. Si de toute façon vous êtes parti pour acheter l'appareil photo, donc acheter la pile pour l'appareil photo, où est le problème? Si c'est des manipulations pour vérifier les bandes inter-images et ainsi de suite, bah, la première chose à vérifier, bah, c'est déjà cette friction-là, et voilà. Alors l'autre chose à vérifier, bah, c'est la bande inter-image. Alors un moyen de le vérifier, bah, c'est là de venir avec son film de test qui vous sert toujours à faire les... Donc c'est un film foutu, éventuellement acheté exprès pour. Hein. Si vous n'en avez pas de film foutu, bah, vous trouvez le film le moins cher possible sur eBay, et puis voilà, tant pis. Et puis vous le graduez en centimètres, tac, tac, tac. Et puis vous allez faire défiler le boîtier en pose B avec votre pile à vous. Donc la pose B doit fonctionner. Et puis vous allez dire, première vue, je commence centimètre 3 et je vais à centimètre 10, parce que c'est un 6-7. Donc 3 et voilà, 3 et 7, ça fait 10. Et puis quand j'ai avancé, je suis passé à 11 cm et puis je vais à 18 cm et ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez vérifier votre bande inter-image avant de signer un chèque qui est quand même de plus en plus important parce que le Pataxi 7 il a bien augmenté en prix et voilà quoi. Donc j'ai regardé tout ça en me disant bon bah je vais regarder pour voir si j'en achète un histoire d'eux parce que bon, c'est un boîtier qui m'avait intéressé donc je l'avais quand même évalué. Je ne l'avais pas acheté à l'époque parce que j'avais pas les sous. Et puis là, bah, c'est quand même cher puisque là, grosso modo sur eBay, en dessous de 800 euros, on trouve des choses au Japon avec éventuellement des objectifs avec des champignons. Voilà. Sinon, c'est 1000 euros et plus. Et ça va jusqu'à 4 ou 5 000 euros pour les dernières versions, et avec ou pas l'objectif qui va bien. Voilà. Alors du point de vue des accessoires. Bon, alors du point de vue des accessoires. J'ai pas manipulé, j'ai pas... Moi, j'écoute les gens, je discute avec les gens, et puis voilà. Bon. La poignée en bois, c'est bof. Et puis là, je viens de voir une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui dit la poignée en bois, c'est pas mal avec la bague de mise au point rapide. Et effectivement, quand vous l'avez dans la main, donc la poignée en bois, elle se met main gauche, et uniquement main gauche, et avec le doigt, vous pouvez toucher l'espèce de bague en plastique qui se met autour de la bague de mise au point, et faire la mise au point, et il dit que ça va pas mal. Calogero dit, bon, la poignée en bois, c'est un peu de la merde, parce que pour le cadrage vertical,
ça va pas, et puis de toute façon, c'est gros, ça rajoute quand même du poids et du volume de manière conséquente. Là, on parle d'un boîtier qui, avec le 105, fait dans les 2,3 kg à 2,5 kg, quand même, 2,3 kg à 2,5 kg, en ordre de marche avec un prisme. Bon. Donc la poignée bois, à voir. Alors, l'oculaire, la visée est relativement sombre. Elle est sombre parce que les objectifs, le plus rapide il ouvre à 2,5, hein, c'est le 105 2,5. Sinon, ça ouvre à 2,8 pour le 90. Des focales qui ouvrent à 2,8, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un 75 mm, visiblement, qui a l'air d'être très très recherché et très. Les gens disent qu'il est merveilleux, mais le problème c'est que combien de gens ont réellement vu des photos faites avec, hein, c'est toujours l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, hein, pour les trucs très chers, il faut vraiment savoir si l'aura de magnificence de la chose dépend plus de la rareté que personne n'a vu, et tout le monde se dit ça doit être bien, que la réalité, c'est à voir. D'une manière générale, tous les gens sont très contents de leurs objectifs Pentax, que ce soit en 24-36, que ce soit en 4,5-6, que ce soit en 6,7, que ce soit en astronomie. Ils font des oculaires, des choses comme ça. Tous les gens sont Pentax, c'est vraiment une. Avec leur queue, je me dis, c'est une marque, je suis peut-être passé à côté un peu trop vite, mais je pense que c'est une marque qui a été bousillée par son service commercial qui devait être à chier. Voilà. C'était très mal distribué, c'était très mal. C'était moins cher que Nikon, c'était bien. Enfin bon, voilà. Bref, bon, on va pas regretter. De toute façon, on pouvait pas avoir les deux à l'époque. Il fallait choisir. Donc, le porte-oculaire est assez désagréable pour les porteurs de lunettes. Il y a des correcteurs dioptriques, mais ils sont pas faciles à trouver. On ne sait pas, ça a l'air d'être un gros diamètre, ça a l'air d'être compatible avec les. Il faudrait vérifier. Alors, si quelqu'un a un Pentax 6.7 à prisme et du Nikon HP, il faudrait regarder si le filetage du Nikon HP serait pas le même, des oculaires ne serait pas le même que ceux du Pentax 6.7. Comme c'est un obturateur focal, il y a un soufflet, mais il y a aussi des soufflets chez les obturateurs centraux, donc point de vue macro, il y a ce qu'il faut, et ainsi de suite, voilà. Donc il y a une pléthore d'objectifs, hein, les objectifs, alors les objectifs, ça va de 35 mm à 800 mm, et il y a un 1000 mm à miroir. Il semble qu'il n'y ait pas eu de recalcul optique généralisé, comme il y en a eu chez Mamiya. Il y a une évolution du traitement multicouche, puisque les derniers SMC sont à reflet plutôt vert vu la face avant, et les anciens sont à reflet plutôt orange. Voilà. Donc les premiers s'appelaient Takumar, mais Takumar était la marque des objectifs de Asahi Pentax, comme Nikkor était la marque des objectifs de Nippon Kogaku Kaka, et Rokkor était la marque des objectifs de Minolta. D'accord. Donc c'est juste, voilà. Après, ça s'est appelé Pentax SMC. Les Takumar sont faciles à reconnaître d'abord parce que c'est marqué Takumar dessus, et puis ils ont des bacs de mise au point métalliques taillés dans la masse, alors que les Pentax SMC ont des constructions plus modernes avec des bacs en caoutchouc rapportés. Voilà. Mais grosso modo, les optiques sont peu ou prou les mêmes, n'ont pas été recalculées ou ainsi de suite. Il y a des optiques qui ont disparu du catalogue et qui ont été remplacées par d'autres, mais là, le design est vraiment différent, et ainsi de suite. Je pense notamment pour les focales de 600, où là, on est passé d'un 600 f4 à un 600 f5.6, mais qui était ED, je crois, et qui était blanc, et ainsi de suite. Et le 800 ouvert à 4, alors ça m'avait intéressé parce qu'il y avait un 800 ouvert à 4. Pour la photo d'astronomie, c'était bien excitant. Voilà, mais bon, ça fait partie des objectifs. Alors ça, c'était fabriqué à quelques centaines, voire milliers d'exemplaires, du 800 ouvert à 4, mais c'est un objectif que vous pouvez trouver actuellement sur eBay aux alentours de 4000 euros. Ça pique. Ah, bon, ouais. Bon, donc ça, c'est voilà à peu près ce que l'on pouvait dire sur les générations d'objectifs, et ainsi de suite. Voilà. Alors,
Donc on est en 6-7, la focale standard et la diagonale est à peu près à 90 mm, 80, j'ai pas fait le calcul, j'ai oublié. C'est 56 par 70 mm, vous faites le calcul. Il y a un 90 ouvert à 2,8, il y a deux 90 ouverts à 2,8, il y a un 90 à 2,8 avec obturateur central pour essayer de pallier justement cette vitesse de synchroflash qui est très très basse, et il existe sans obturateur central. Au dire des gens, ça cadre à peu près comme un 45 mm en 24-36. Donc grosso modo, le facteur de crop est de x2. Voilà. Donc toutes les focales, vous les divisez par 2 pour savoir ce que ça fait en 24-36. Et puis si vous êtes en APS-C, ben, vous multipliez, vous divisez encore par 1,5, ou ainsi de suite. Une optique qui semble unanimement plébiscitée, c'est le 105-2.5. Voilà, c'est le 105-2.5. D'ailleurs, c'est une optique qui n'est pas facile à trouver seule. Et les photos que j'ai vues sur Flickr ou ailleurs, mais le rendu de cet objectif pour du portrait, pour de la photo en champ proche et à pleine ouverture, comparable à un Sumarite de chez Leica. C'est-à-dire qu'on a une montée dans les flous et dans le crémeux et dans le bokeh et choses comme ça qui est pas mal. Ce n'est pas caricatural comme un Octilux ou comme un 50 ouvert à 0,95 ou choses comme ça où on part tout de suite dans de la bouillie. Et en plus, il a un résidu de bokeh tournant. Voilà. C'est pas un Sumar, c'est pas un Sumitar, c'est plutôt un Sumarite. C'est-à-dire que de temps en temps, hop, le coefficient d'œil de chat et ainsi de suite sur les extrafocales, sur les points lumineux, tout ça, hop, on sent que ça tourne un peu. Et c'est pas mal, le résultat est assez subtil et ça donne presque envie d'en acheter un, rien que le rendu de ça. Donc allez sur Flickr pour voir des photos avec Pentax, le 105 ouvert à 2.5. Autre focale, pour ceux qui vont s'intéresser au portrait, donc on a fait le 90, le 105, il y a un 150 ouvert à 2.8 qui est ancien et qui a été remplacé par un 165 ouvert à 2.8 qui est plus récent. Au dire de Calogero, qui a essayé les deux, il trouvait le 150, donc l'ancien, plus contrasté, alors qu'il trouvait le 165 un peu plus mou. Un peu plus mou. Alors ça peut s'expliquer aussi par l'allongement de la focale, parce que 15 mm ça fait 10% quand même. Donc voilà, ainsi de suite. Je suis en train de relire mes notes. Il y a un truc dans les 90 que j'ai oublié de dire. Visiblement, il y a un truc dans les... Mais je m'en souviens plus exactement. Donc dans les 90, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un qui est fait avec deux doublets, qui est plus Mamiya bac caoutchouc. Donc ça c'est le 90-2.8 plutôt récent, qui doit être avec deux doublets. Donc ça change le nombre de surfaces RVR. Donc ça c'est important. Dans les flards et les choses comme ça. Et il dit, celui avec obturateur, j'ai marqué plus germanique, plus moelleux, mais pas mou ou flou. Voilà, donc plus germanique, plus. C'est pas très sec comme le Mamiya, c'est un peu contre-intuitif. Bon, bref. Le 55 F4 est très bon. Le 75 F4.5 est très bon. Le 2.8 est censé être. Wow, mais le 2.8 il est à 4000 et quelques euros, hein, donc sur eBay. Voilà, sinon il y a un 35 F3.5 mais qui est un fisheye avec 180 degrés dans la diagonale du champ. Il y a deux objectifs macro, il y a eu un 135 macro et un 100 macro. Et par exemple, Calogero, lui, il m'explique qu'il préfère utiliser le 135 macro pour le portrait, parce qu'il le trouve très très piqué, il a un diaphragme à 8 pales, donc ça donne un joli bokeh,
Parce que le bokeh, je vous rappelle, c'est l'image extrafocale, c'est l'image non focalisée. Et donc, ça reprend la texture de la pupille, du diaphragme. Donc, si vous avez un diaphragme à 5 pales, bien droit, bah, ça va vous faire un certain bokeh, alors que si vous avez un diaphragme bien rond, ça va moins vous texturer. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire ah, le bokeh il est plus nerveux, il est plus mou, il est plus glaireux, il est plus. Voilà, on va parler de la texture du flou, et ça c'est lié à la forme de la pupille, à la forme du diaphragme. Donc lui, il préfère utiliser 135 macros, d'abord parce que ça lui permet de descendre un peu plus près, c'est pour ça qu'il le trouve plus pratique que le 152.8, mais enfin bon, il y a des bagues à longe, hein, voilà, et du fait du nombre de pales de diaphragme, il trouve que le bokeh est mieux, voilà. Bon, ben, je le crois sur parole, hein, il faut aller sur Flickr pour voir les photos, et ainsi de suite, voilà, voilà. Sur Galerie Photo, vous allez trouver le test de Photargus du Pentax 6.7 qui doit être le MLU, vu la date. Donc ça, vous faites Google Galerie Photo, Galerie plus loin photo, Pentax 6x7 test, et la première réponse vous envoie là-bas. Et bah, lisez-le, vous verrez, c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, bah, c'est écrit par... je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus par qui il est écrit, mais c'est pas mal. C'est intéressant, et puis ça vous permet de savoir ce que vous allez pouvoir attendre du système, du bousin, parce que là, on est avec un boîtier, un objectif, un prisme, pas forcément TTL, on est à 1000 € minimum. Hein. À 1000 € minimum. Il faut bien regarder, notamment si ça vient du Japon. Visiblement, au Japon, ils ont beaucoup de problèmes de champignons sur les objectifs. Alors, il faudrait mieux connaître la géographie du Japon pour voir de quelle île ça vient, parce que ça varie d'un climat quasiment arctique polaire au nord à un climat tropical au sud. Donc si on va dans les îles du sud, bah, c'est possible que ça soit plus tropical et que ça soit plus sujet aux champignons. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est jamais agréable. Moi, c'est quelque chose que j'avais envisagé parce que je faisais de la photo d'astronomie, ainsi de suite. Et puis finalement, c'est pas courant en France, hein, d'occasion, ainsi de suite. Vous allez trouver beaucoup plus facilement des Hasselblad ou des choses comme ça que du relais flex bi-objectif. C'est quelque chose qui n'est pas facile à maîtriser avec ces histoires de vibrations, Alors c'est pareil, est-ce qu'on s'en fait un monde Est-ce que tous les boîtiers sont identiques? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une légende urbaine que l'on répète sans le savoir? Moi je sais que quand on regarde avec le numérique, bon, bah, la progression du nombre de pixels, du nombre de mégapixels, ça veut dire la diminution de la taille des pixels. Et paradoxalement, avec 6 millions de pixels ou 10 millions de pixels, le M8, je vérifiais systématiquement si c'était net, si c'était au point, et puis avec le M240 où je suis à 24 millions de pixels, ou même avec les rares fois où j'ai fait de la photo avec des 5300 qui me filment actuellement, bah, j'ai zoomé au début pour voir si c'était net, et puis en fait c'était net à chaque fois, donc je vérifie même plus ma netteté de manière systématique. Mais bon, là il se trouve que j'ai développé mes premiers plans film 8-10 et puis j'ai mis une loupe dessus, j'ai regardé, et ainsi de suite, parce que je suis en train de tester du 8-10, je teste le film, la machine de développement, la procédure de développement, le révélateur et les objectifs. Donc je regarde tout ça à la loupe et ainsi de suite. Et bon, ben, là c'est pris sur trépied, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on voit très vite des pertes de définition.
possibles liés à un bouger ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Ça, c'est... vous regardez la photo comme ça, ouais, elle est bien, et puis quand vous sortez la loupe, ah ben non, il y a un petit bouger, il y a un petit truc comme ça, et puis la photo est pas exploitable, quoi. Voilà. Enfin bref. Bon, donc ça va être une vidéo moyennement longue ou relativement courte. Donc voilà. En fait, il y a deux boîtiers. Le MLU, c'est pas mal. Alors il y en a qui disent ah ouais, mais le MLU des deux premiers boîtiers, si tu te prends le pied dedans, tu... Alors oui, oui. Il dit ah oui, mais si tu te prends le pied dedans, bah zut, tu es obligé de déclencher pour récupérer ta visée. Et tu perds une vue. Bon. Alors, il se trouve que, et ça doit être expliqué dans le test Photargus, c'est pas expliqué dans le bouquin, mais ça doit être expliqué dans le test Photargus. Sur la face avant, à peu près entre les deux boutons chromés où on attache la sangle, il y a un petit rond noir brillant qui est un bouton de déblocage de miroir. Et il est possible, je ne sais pas vérifier, mais si quelqu'un a un Pentax 6.7 qui fasse la manip et puis qu'il le mette en commentaire, ça s'appelle bouton de déblocage de miroir. Donc j'imagine que quand le miroir, on appuie sur le MLU de manière imprévue, et ben il suffit d'appuyer avec une pointe de stylo à bille sur ce bouton-là pour le faire redescendre. Donc ça c'est... si les gens passent qui ont des Pentax 6.7 et qui pourront prendre le temps de corriger mes nombreuses erreurs, ben, qu'ils en profitent d'abord pour dire si ça c'est vrai, pour dire les objectifs qu'ils ont et le rendu qu'ils en obtiennent. Est-ce que c'est très sec, est-ce que c'est très enveloppé, est-ce que c'est très résolu ou pas, et ainsi de suite. Voilà, de façon à ce que ben, ça soit collaboratif et que du coup cette vidéo serve un peu à quelque chose. Voilà, bah sinon soyez éco comme d'habitude hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Moi j'ai regardé pas mal de vidéos sur le Pentax 6.7 pour voir si ça avait le coup d'en faire une par rapport à ce qu'il disait. Voilà. Une vidéo de 5 minutes où le mec il dit bah oui c'est lourd, bah oui ça fait 2,5 kg mon gars. Voilà. 2,5 kg, on n'est pas loin du poids d'une Graflex 4.5, d'une Speed graphique 4.5 qui peut offrir aussi des intérêts comparables du point de vue poids, niveau d'emmerdement et qualité finale. Voilà. Faut voir ce que vous voulez faire avec. Voilà, je vous dis, moi, quand j'ai voulu revenir au film 120, j'avais évalué j'avais bien aimé le Mamiya 6.7. Puis là, je viens de voir une vidéo sur le Mamiya 6.7 qui explique que grosso modo, le Mamiya 6.7 c'est plus réparable. Hein. Et puis il y a des problèmes d'électronique parce que c'était visiblement un truc qui était fait pour rester en intérieur et pas tellement pour aller dehors. Et du coup, puis tout ça, ça vieillit. Hein, tout ça, ça vieillit. Bon, pas le Pentax 6.7, le Mamiya 6.7. J'ai connu ça dans les années 84, 85. C'était la première version. Voilà, donc ça a 40 ans, 45 ans, comme qui rigole, hein. Comme qui rigole. Dans le Pentax 6.7, ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Donc il y a l'histoire de l'avancement à faire, il y a l'histoire de la bande interimage à vérifier. Donc ça, il faut venir avec son comment s'appelle, son film gradué. Il y a une autre chose qui est c'est l'état des mousses. Et il se trouve que quand les mousses se délitent, il y a des mousses qui font de l'étanchéité entre les capots et choses comme ça. Et ces mousses-là, quand elles se délitent, ça peut envoyer des trucs dans les mécanismes. Donc c'est collant, ça devient collant et des trucs comme ça. Et donc ça peut coller donc c'est une source de panne. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas voir le matériel avant de l'acheter, parce que vous l'achetez sur eBay et qui vient du Japon ou qui vient d'Allemagne ou qui vient d'ailleurs. Bon, il faut inclure dans le prix une révision à au mieux 300 euros, 400 euros dans le game, quoi. Et il faut prévoir ça.
Parce que si les mousses n'ont pas été changées, pour des boîtiers qui ont été arrêtés il y a déjà 20 ans, vous allez avoir le problème, vous allez avoir le souci, et ainsi de suite. Donc, ce sont des boîtiers pour être calme, serein, des choses comme ça. Quand vous allez l'acheter, il faut prévoir une révision à l'arrivée ou dans l'année. D'abord, je vous rappelle que les matériels professionnels sont prévus pour avoir un entretien régulier. À la différence des matériels amateurs, le matériel amateur, il est fait pour pas forcément faire des millions de photos, mais les faire pendant très très longtemps. Alors que le système, le matériel professionnel, c'est fait pour faire des millions de photos, mais, enfin des millions, des milliers de photos, des dizaines de milliers de photos, des centaines de milliers de photos, oui, des millions peut-être, mais avec un entretien régulier. Et si l'ingénieur a prévu que le ressort, tu le changes tous les 50 000 déclenchements, tu le changes tous les 50 000 déclenchements. Fuji, sur certains de ses boîtiers professionnels, avait un compteur pour dire, bon voilà, quand tu as fait un tour de compteur, tu l'envoies réviser parce qu'il a fait 500 ou 1000 bobines. Voilà. Bon. Donc on va conclure. Soyez éco. Tentez votre chance. Moi, par rapport à ma pratique photo de 2023, là on est en 2023, on est en fin juillet 2023, là je suis parti sur de la 8-10, je suis parti sur du 24-36 quand je veux me faire plaisir sans me démolir le dos. Le film 120, j'ai un peu mis ça en suspens depuis 4-5 ans, 6 ans. C'est pas dit que j'y reviendrai pas, parce que j'ai toujours tous les boîtiers que je vous ai présentés, je les ai gardés, j'ai rien revendu. Donc voilà. Le Pentax 6.7, moi je suis passé à côté parce que j'ai le 110 ouvert à 2 chez Hasselblad qui est un peu plus caricatural que le 105 2.5, qui est un peu. D'abord il ouvre à 2 au lieu d'ouvrir à 2.5. J'ai le 182.8, voilà. Il y a lui, bon, ils ont 165 de 8. Je me souviens plus s'il y a un 180, s'il y a la focale dans les 180. Alors, tac, pof, RB, RZ, 6, 7. Non, on passe à. Alors, donc, pour la version 6x10, 6x7, les focales c'était donc 35, 45 f4, 55 f4, 75 f4.5, 90 f2.8 avec et sans obturateur central, 105 2.5, 135 f4 macro, 152.8, 165 2.8, donc là on était au niveau de l'abandon du 150 et de l'arrivée du 165, et après on passe 200 ouvert à 4, 300 ouvert à 4, 500 f5.6, 800 f6.7 ED, voilà, IFED, et qui existe avec un convertisseur, mais il y avait dans l'ancienne gamme, donc un diaphragme manuel, il y a un 75 à décentrement, il y a un 400, 600, 800 F4 qui s'attache sur la baïonnette externe, et il y a un 1000 réflexe catadioptrique qui ouvre et chute. Voilà. Donc le 800 ouvert à 4 pèse 18 kg. Voilà. Donc voilà, bon. Soyez éco. Si j'ai dit des conneries, marquez-les dans les commentaires. Si vous avez des renseignements à apporter sur des imprécisions, sur la qualité des objectifs, mettez-les dans les commentaires, ça servira aux autres personnes. Vous dites, moi j'ai le 6.7 MLU avec le 105 que je trouve très sec, que je trouve très mou, qui est très bon à 5.6 mais qui est moins. Vous voyez ce que je veux dire? Marquez ça. Voilà. Puis faites des images quand même. Au revoir.